Un flacon de rouge à ongles sur le micro-ondes blanc. Extrait du premier chapitre, lu par G. Samarin. Ce flacon de rouge à ongles sur le micro-ondes, quand même. Enfin, si vous étiez Paul-Antoine Simeoni, auriez-vous du vernis à ongles sur votre micro-ondes? J'ai décidé ce jour d'écrire l'histoire de PAS, Paul-Antoine Simeoni, un quadragénaire qui pourrait sembler gris parce que la vie comme la fiction révèle de profondes surprises et que le dévoilement progressif de ce cheminement romanesque, tout de rouge et de noir, me remplit d'une joie gourmande et continue. Je ne comprends toujours pas ce qui me poussait à revenir chez lui. Sans doute était-ce le personnage, cet adulte aux yeux brillants, si différent des amis de mon âge, son silence, ses confidences larvées qui m'apparaissaient alors comme des tisons dans le noir, sa lassitude parfois qui me donnait une âme d'infirmière, la douceur de ses mains, de sa voix, et aussitôt après, la dureté de son regard qui ne regardait rien, qui fixait la lumière hors de la caverne où j'étais englué. J'aimais cette part d'ombre, son art de la fugue, sa vie secrète que je peuplais de femmes araignées aux grands ongles écarlates qui lui arrachaient des aveux passionnés. Mais cette vision me semblait tellement incongrue que j'en souriais malgré moi. Pourtant, Paul-Antoine Simeoni, professeur de littérature au lycée Bonaparte de Toulon, qui n'avait pas d'amis sur Facebook, qui ne tweetait pas, et continuait de se cacher derrière son journal déplié, se trahissait parfois. Je me suis mise alors à inventer les blancs, à mettre en scène les bribes dont il me gratifiait. D'où venait-il? Pourquoi ce nom Simeoni? Il ne m'avait parlé que de sa mère, Rose Briand, qui vivait à Gonfaron, le pays des ânes qui volent, parce qu'un jour, un brave homme un peu simple était tombé d'un pont avec son âne, et que l'un et l'autre étant sortis indemnes de cette chute spectaculaire, il avait déclaré que son âne avait volé. Paul-Antoine souriait, perdu dans cette histoire 1000 fois entendue, qui le renvoyait dans les jupes de Rose. Un soir, il a ouvert un vieil album. Sur la première page, une très jeune fille était accoudée au bastingage d'un bateau. Il a dit « Imagine Rose sur le pont du Fred Scamaroni. Rose, toute petite devant la mer apprivoisée depuis l'enfance qu'elle allait enfin traverser. La proue du cargo fendait les vagues. Peut-être a-t-elle frémi en imaginant cette blessure dans l'eau écartelée, et puis son regard a suivi d'autres sillages. Le saut des dauphins miracles, le vol circulaire des gabions qui plongent soudain pour qu'on essaie de deviner où ils vont rejaillir et reprendre le ciel. Je la vois débarquant sur le port d'Ajaccio au petit matin. Les grandes maisons roses ou jaunes, les palmiers, ce n'était pas si différent d'ici. Elle a dû regretter cette proximité, elle qui partait pour une île. La place du marché était bien plus petite que le cours Lafayette. C'est l'accent qui lui plaisait, et cette langue, qu'elle ne comprenait pas, mais qui chantait à ses oreilles un peu comme la langue de son père italien. PAS s'est tu, surpris de s'être abandonné à ce trop-plein de mots, et il a ajouté un peu vite la conclusion. Elle était partie pour un été, et c'est 10 ans qu'elle est restée dans l'île farouche, à la tête de mort. 10 ans, avant de revenir veuve, un polichinelle dans le tiroir. Le polichinelle, c'était moi, Paul-Antoine Simeoni. Mais ton père, elle t'a parlé de lui? Tu sais, c'est une taiseuse, Rose, comme moi. Je connais son nom, Ange-Paul Simeoni, de Gimiano, près de Piane. Un village perché au bord des calanques rouges, qui dessine le golfe de Porto. Il était berger, jardinier, un peu, pêcheur aussi, enfin,
Rose avait 26 ans quand elle est revenue. Parfois, elle me regardait avec insistance. « Tu lui ressembles un peu, tu sais ?» Enfin, je crois, j'ai oublié. Elle n'allait pas me faire des confidences. Ça ne se faisait pas. Et puis, je ne sais pas comment il est mort. Une mort terrible, c'est tout. Elle devenait pâle quand elle marmonnait « une mort terrible ». Et je sentais que je n'avais pas le droit de la questionner. Avec ces mots, elle avait scellé le cercueil de mon père pour toujours. Elle avait fui la violence, la vengeance. Elle avait peur pour moi. Même de retour à Toulon, elle hésitait à donner son nom d'épousée. Elle était redevenue Rose Briand. Et son grand regret était que je ne puisse porter ce nom. Elle voulait effacer ces années de sa mémoire et les gommer de la mienne, au cas où son ventre n'aurait pas été un rempart suffisant. Elle guettait en moi les signes de rébellion comme autant de présages d'une hérédité maudite. Devant mes colères d'enfant, elle brandissait la menace de messieurs beaucoup plus grands, beaucoup plus forts que tous ceux que je connaissais, qui plantaient des couteaux dans le cœur des rebelles. Et elle se lamentait sur le sort des femmes et des mères qui ne pouvaient que pleurer, impuissantes devant l'aveuglement des hommes coléreux et fiers, des va-t-en-guerre depuis la nuit des temps. Elle a éteint mes violences primaires et j'ai cru que les femmes étaient toutes comme elle.